L'échiquier international, bienvenue à vous. Gaza, où le génocide à huis clos, mais télévisé, commenté, détaillé. Qui pourrait le nier d'ailleurs, qui pourrait nier la mise à mort des Palestiniens aujourd'hui ou demain? Des témoins, des journalistes, des lanceurs d'alerte au péril de leur vie tentent de décrire les exactions commises au jour le jour, comme Anas El-Sharif, correspondant tué lors d'une frappe ciblée et revendiquée par l'armée coloniale. Il y a également le cas du docteur Houssam Abou Safiya, directeur de l'hôpital Kamal Adwan, qui avait refusé, en dépit du danger, des menaces, de quitter ses patients, emprisonnés depuis 7 mois dans une prison sioniste où il aurait subi des tortures selon son avocate. Ils sont nombreux, mais ces deux hommes illustrent les appels de détresse de toute une population. Aucune mesure pour l'heure n'a été prise pour stopper la rivera de sang à Gaza, surtout que l'entité sioniste ne fait aucun mystère de ses objectifs. On en parle et c'est tout de suite. Disparition exponentielle de médecins, de journalistes, de témoins oculaires en somme. Finalement, les yeux et les oreilles sur place du monde sur la situation, c'est-à-dire un génocide à huis clos, on l'a dit, assumé par l'entité sioniste. Comment contrecarrer cette opération ou ce génocide, disons les choses simplement, comment le contrecarrer après 2 ans? Une des nombreuses questions que nous soumettrons à notre invité du jour, Gabriel Galis. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes politologue, analyste, auteur et surtout président de l'Institut international de recherche pour la paix à Genève. Bienvenue. Merci de m'avoir invité. Alors justement, Gabriel Galis, le mot paix est frappé de caducité aujourd'hui, en tout cas on en a l'impression, c'est un mot qui est frappé de caducité quand on évoque le cas de Gaza. Au sein de votre institut, donc l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, comment vous discutez, comment vous débattez de la paix et le moyen d'y parvenir lorsque, par exemple, on observe le massacre à Gaza avec une communauté internationale frappée d'impuissance? Écoutez, nous, on s'intéresse au conflit parce que la matière première de la paix, c'est la guerre. De même que la matière première du médecin, c'est les microbes et les bactéries. On travaille sur les conflits, mais nous nous efforçons de trouver des solutions, de faire des propositions. C'est parce que le constat, tout le monde peut le faire. Après, il faut s'acheminer vers des propositions. Et d'ailleurs, il y a une quinzaine d'années, nous avons travaillé sur la question Israël-Palestine dans le domaine de l'eau, avec une équipe israélienne, avec une équipe palestinienne. Malheureusement, la diplomatie ne s'est pas saisie de nos conclusions, mais n'empêche que le travail intellectuel a été fait. Maintenant, sur le cas précis de Gaza, nous avons pris position aussi, d'une part par une communication au procureur de la Cour pénale internationale, aux côtés de juristes, aux côtés de personnalités de la société civile. Et d'autre part, moi j'ai fait un article, On va en parler. il y a plus d'1 an, dans lequel je proposais qu'il y ait une flottille humanitaire, mais une flottille humanitaire accompagnée de marines de guerre de différents pays. Parce que l'Israël ne comprend que la force. On peut protester 1 an, 2 ans, 3 ans, ça sert à rien. Il faut maintenant passer à l'action. Alors celle-là, c'en est une, il y en a d'autres. Mais pour forcer le blocus, il n'y a que 3 solutions. Il y a la terre, il y a l'air et il y a la mer. Bon, visiblement, l'Égypte ne consent pas à faciliter Juste un instant, Gabriel Galis. par la terre, ni même par la mer. Juste un instant, pour que nos téléspectateurs comprennent de quoi il s'agit. Alors, vous avez écrit un article, je l'explique pour nos téléspectateurs, pour qu'on poursuive notre échange et que nos téléspectateurs le suivent. Vous avez écrit l'an dernier un article paru sur un canard belge avant les jugements de la CPI ou la Cour internationale de justice, en prenant en compte l'invariable veto américain à l'ONU pour annuler les avertissements, en tout cas les condamnations à l'endroit de l'entité sioniste. Vous appeliez, vous, à l'envoi d'une aide humanitaire avec une marine militaire en escorte, un article qui a suscité moult débats critiques et aussi soutien au sein de la société helvète, mais aussi au sein des hémicycles européens. Détaillez-nous encore cette proposition, cet appel. La proposition, si vous voulez, elle se fonde sur un constat.
des flottilles humanitaires depuis le blocus de Gaza, c'est-à-dire ça fait quand même plus de 10 ans. Il y en a eu plein. Il y en a eu des Européennes, il y en a eu des Turques, et chaque fois elles ont été bloquées par la marine israélienne. Donc il faut être réaliste. On peut en faire une quinzaine, une vingtaine, on peut en faire encore plus, et il y aura chaque fois le même résultat, c'est-à-dire que les équipages seront soit renvoyés chez eux, remis sur leur bateau, soit éventuellement mis en prison pour quelques jours. C'est arrivé à Rama Hassan, citoyenne française élue au Parlement européen. Donc, il faut trouver une autre solution. Et comme il faut rappeler que plus de 200 journalistes ont été assassinés, plus de 1000 personnels hospitaliers ont été assassinés, rien qu'à Raza, hein, on ne parle pas de la Cisjordanie. Eh bien maintenant, il faut faire comprendre à Israël que la menace de la force existe. C'est-à-dire que si Israël a en face d'elle des navires de guerre, après, ça devient une dissuasion et une protection des bateaux humanitaires. Et pas seulement pour livrer de la nourriture, mais pour avoir des bateaux qui comportent des hôpitaux. Il faut des hôpitaux flottants pour soigner les enfants. Certains sont accueillis en Algérie d'ailleurs, hein, de ces enfants blessés à Raza. Mais il y a une action concrète à entreprendre. Il y a certainement d'autres actions à faire. Et notre institut a finalement fait cette proposition pour dire qu'il faut agir. Le temps des paroles est terminé. La diplomatie, c'est pas seulement des paroles, c'est aussi des actes. Mais ils sont pas beaucoup, elles ne sont pas beaucoup de nations à être déterminées à croiser le fer avec l'entité sioniste. Qui dit croiser le fer avec l'entité sioniste dit également se mettre à dos Washington. Donc vous comprenez bien, enfin, vous êtes analyste, vous savez ce qui est en jeu également quand on fait ce type de proposition, quand on protège ce type d'opération, c'est qu'on risque de se mettre à dos toute la communauté internationale occidentale. Oui, mais écoutez, moi je pense que la diplomatie, j'ai fait de la diplomatie, hein, et je sais que la diplomatie, c'est toujours un mélange de persuasion et de dissuasion. Et il faut être capable de créer un rapport de force. Si un certain nombre de pays, ce n'est pas à moi d'en faire ici la liste, mais j'ai évidemment des noms de pays en tête, si une coalition de différentes marines, et il y a un certain nombre de marines, était là en protection, je ne dis pas de tirer sur Israël, je dis de protéger des navires humanitaires pour qu'ils fassent leur travail. À partir du moment où ils sont empêchés contre le droit international, il faut rappeler que Israël bafoue le droit international de A à Z, qu'un ambassadeur d'Israël a détruit la charte de l'ONU à l'ONU. C'est quand même le seul pays de la planète qui se paye le luxe de détruire la charte de l'ONU à l'ONU. Le droit humanitaire n'est pas respecté et le secrétaire général de l'ONU est interdit de rentrer sur le territoire de Gaza. Non seulement les journalistes, mais bon. Donc à partir de ce moment-là, moi je crois que le rapport de force c'est une dissuasion. Et que si ce type d'action était lancé, même les Américains seraient capables de faire pression sur Israël en disant, bah, écoutez, il faut trouver une solution. On ne peut pas continuer à laisser mourir des enfants à la télévision parce que malgré l'interdiction des journalistes, les images circulent, les téléphones portables circulent, les atrocités sont mondialement connues. Donc, il faut trouver cette solution ou une autre. Celle-là, elle a le mérite d'exister et d'être concrète. Alors, moi, je pense que, bien sûr, ça s'accompagne de négociations diplomatiques parallèles avec les États-Unis, avec Israël. Vous avez vu que la Jordanie et la France ont largué des vivres et des médicaments. Malheureusement, Israël a tiré au moment sur les populations palestiniennes civiles au moment de récupération de ces livraisons. Donc, ce n'est pas la bonne solution. Moi, j'ai constaté que ça marchait pas, la formule. Alors, peut-être que ça peut marcher dans une certaine mesure, mais il me semble que la meilleure solution, à moins qu'on m'en propose une autre, mais pour le moment, j'en ai pas vu, c'est effectivement de faire une opération par mer et qui devient urgente. Alors vous avez dit, vous n'êtes pas obligé de répondre, vous avez dit, je ne sais pas moi, de faire la liste de la marine qui pourrait être escorter ce type
de flottille, même si vous avez quelques idées. Alors, à quelle marine vous pensez? Non, non, je ne vous répondrai pas. Je pense que tous ceux qui sont soucieux du droit humanitaire, de la nécessité de protéger, vous avez parlé tout à l'heure aux informations de la Libye. Souvenez-vous qu'on a invoqué la responsabilité de protéger dans le cas de la Libye, à travers des massacres imaginaires à Benghazi qui n'avaient pas lieu. Je renvoie vos téléspectateurs à l'excellent rapport d'évaluation de la Chambre des communes du Parlement britannique sur la Libye, Examination of the Intervention in Libya, 5 ans après. Et vous savez ce qu'on dit, vous savez ce qu'on dit actuellement? On dit qu'il y a une juridiction internationale à géométrie variable, c'est-à-dire ce qui se évident, vérifie en Libye c'est évident. est frappé de, oui, frappé de gel par rapport à la situation à Gaza. C'est évident qu'on a invoqué à mauvais escient la responsabilité de protéger dans le cas de Benghazi, et quand elle pourrait être invoquée à bon escient dans le cas de Gaza, ça ne l'est pas. Donc, c'est pour ça que, si vous voulez, c'est pas parce que je suis chercheur pour la paix Mhm. que je refuse l'emploi de la force. Blaise Pascal, qui était un philosophe et Mathématicien. scientifique français du XVIIe siècle, a dit que la justice sans la force est impuissante et la force sans la justice est tyrannique. Voilà, c'est juste qu'il faut et la force et la justice. Il ne faut ni la tyrannie ni l'impuissance. Alors, Or, c'est quand même très bien. fou que dans le cas de Gaza, on se contente de déclarations. Et j'irai même plus loin, si vous Je permettez. vous en prie. Je viens d'entendre que le président égyptien durcissait le ton, selon certains articles de presse, vis-à-vis d'Israël. Mais dans le même temps, il achète du gaz israélien qui, semble-t-il, provient de l'espace maritime palestinien. On est dans une histoire de fou. Vous On va en pouvez pas à parler. la fois condamner quelqu'un verbalement et puis faire du business avec les biens qui appartiennent aux gens qu'il est en train d'occuper et de massacrer. Voilà le genre de contradiction devant lesquelles il faut s'interroger, et il faut non seulement s'interroger, mais réagir concrètement. Alors, Moi, il je faut suis s'interroger. pour le On va en boycott parler. des oranges de territoires occupés par Israël. Voilà. Gabriel Je pense Gallis. que le boycott est une attitude citoyenne. Mais si les États font pas le boycott, alors ça sert à rien que les citoyens fassent des efforts. Alors justement, parlons de boycott avec un autre sujet. On a appris dans la journée qu'un fonds souverain de Norvège, le plus important du monde, a annoncé se séparer de ses parts dans 11 entreprises sionistes après des révélations sur sa participation dans la fabrication de moteurs équipant des avions de chasse sionistes. On sait par exemple que des entreprises suisses qui se spécialisent dans la fabrication du blindage, des boucliers balistiques ou encore de la technologie laser, connues pour ses propriétés de défense antimissiles, sont quelques-unes des biens qui sont exportés de la Suisse romande vers l'entité sioniste. On a par exemple l'entreprise Night Shield Sarl, spécialisée dans la protection balistique, a exporté en janvier et février 2024 un lot de boucliers pare-balles à destination de l'administration pénitentiaire sioniste. On a la société Alp Laser SA, également l'entreprise Constellium Valley SA, qui sont basés à Sierre, qui sont actifs dans, par exemple, la production d'aluminium. On a encore Cheblin Machine. Bref, des sociétés qui pourraient être inquiétées dans le futur si s'il y a une enquête ou si le génocide est accepté, ou en tout cas accusé, retenu, avec les complicités qui auraient servi justement à nourrir ce qui se passe à Gaza. Mais évidemment, mais si vous voulez, il vient d'y avoir une initiative. Il y a plein d'initiatives de la société civile en Suisse qui protestent auprès du gouvernement, qui est le Conseil fédéral. Mais il faut savoir que le conseiller fédéral en charge des affaires étrangères, Monsieur Ignacio Cassis, avant d'être dans cette fonction, il était une personnalité éminente des amis Suisse-Israël. Bon, cet homme-là, il est visiblement depuis toujours pro-israélien et il est suivi par ses collègues du Conseil fédéral. Donc la société civile suisse se mobilise autant qu'elle peut, ses juristes et même d'anciens diplomates prennent la parole pour protester, mais ils ne sont pas suivis parce que vous avez une autre tendance, et ça c'est valable dans tous les États, vous avez une lutte idéologique et politique au sein de chaque État entre ceux qui sont en gros alignés sur les Américains et ceux qui ne sont pas alignés.
Ça ne veut pas dire qu'ils sont alignés sur les Chinois ou sur les Russes, mais ça veut dire qu'ils cherchent un non-alignement, ce qui était traditionnellement la position de la Suisse d'ailleurs. La Suisse était crédible. Souvenez-vous qu'il y a 5 ans, les présidents Poutine et Biden se sont rencontrés à Genève. Mais depuis que la Suisse a repris à son compte toutes les sanctions de l'Union européenne contre la Russie, et bien maintenant les Russes refusent de rencontrer leurs homologues à Genève, et du coup ça se passe où? Ben, ça se passe dans un pays du Golfe, ou ça se passe en Turquie, ou maintenant ça se passe en Alaska. Voilà, la réalité telle qu'elle est. Alors, un homme qui change ses principes en fonction de ses interlocuteurs n'est pas un homme capable de diriger une nation, dixit Nelson Mandela. C'est vrai, hein, on s'appuie sur cette déclaration pour parler des pays occidentaux qui ont l'expression de droit de l'homisme à tout bout de champ. Mais comment vous expliquez au sein de votre institut le mutisme qui les frappe concernant les massacres à Gaza? Ouais, pour la même raison que ce qui se passait dans d'autres dossiers. La Libye, si vous voulez, est une tâche. C'est pas la seule. Hein. Il y a eu l'Irak, il y a eu l'Afghanistan, il y a eu le Kosovo et d'autres parties de la Yougoslavie avant ça. Mais moi, je crois que le premier signal de l'inhumanité et du bafouement du droit international, ça a été la Libye. 2011, et là, on a trompé les Russes et les Chinois. On leur a fait croire qu'il s'agissait de protéger de la population, et en réalité, ça s'est transformé en coup d'État. Bon, fait par les Britanniques et les Français en première ligne, mais soutenu par les États-Unis et par la logistique de l'OTAN. Donc, mais c'est pas très nouveau, si vous voulez. Moi, je suis chercheur pour la paix, et mon travail, c'est d'aller chercher des documents qui sont pas à la télévision. Peut-être à la vôtre, mais enfin pas dans les grandes télévisions occidentales habituelles. Et il y a un article que je vous recommande et que je recommande à vos éditeurs et spectateurs qui a été écrit par Monsieur Robert Cooper. Hein. Monsieur Robert Cooper, c'est un ancien diplomate britannique, il est d'ailleurs devenu Sir Robert Cooper, et il a écrit en 2002, avant qu'il y ait la énième guerre contre l'Irak, il a écrit un article dans le Guardian, Why we need a liberal imperialism. Pourquoi on a besoin d'un impérialisme libéral? Et il explique, ce monsieur, qui a été conseiller diplomatique de Tony Blair, qui a été conseiller diplomatique de Javier Solana, haut représentant de la Commission européenne pour les affaires extérieures et de sécurité. Monsieur Solana, il explique qu'il y a un double standard nécessaire. Il y a les pays civilisés et il y a les pays non civilisés. Lisez-le, mettez Robert Cooper, Guardian, Why we need a liberal empire, why we need imperialism. Il y a deux versions de cet article, dans The Observer et dans The Guardian. Mais ça contredit la juridiction internationale, ça contredit les droits de l'homme, ça contredit tout ce dont pourquoi l'humanité a fait sa révolution. La Charte de l'ONU. Oui, mais c'est cet arrière-fond peut-être occidental, justement, c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire qu'on essaye d'expliquer d'une certaine manière le génocide avec des nuances juridiques, des prudences au niveau du langage, avec un jargon un peu spécialisé, mais en fait le résultat est le même, c'est-à-dire de faire accepter la situation qu'il y a une hiérarchisation par rapport au peuple du monde. Mais c'est clair. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, les Chinois, les Russes et quelques autres parlent de droit international. Je peux ajouter les Algériens dans la liste. Et puis maintenant, on a dans la bouche des porte-paroles des pays occidentaux une notion alternative au droit international qui est l'ordre basé sur les règles. Rules-based order. Mais il n'y a pas de définition unanimement acceptée de ce rules-based order. Chacun met ce qu'il veut là-dedans. Alors certains, c'est hors du droit international. Certains, c'est le droit international plus le marché, plus le dollar. Parce qu'il y a le marché. Hein. Donc si vous voulez, vous avez dit chacun met ce qu'il veut. Du droit international dans les propos et dans les écrits, mais dans les actes. Tout est cohérent.
et c'est le tournant de l'après-guerre froide. Je veux dire, ça date de l'implosion de l'Union soviétique et de la chute du mur de Berlin. Mais c'est des dérives dangereuses. C'est ce qui fait dire, par exemple, à Smotrich, il dit je veux tout Gaza, le transfert de sa population et la colonisation. Ça, c'est Ben Gvir, pardon, qui le dit. Smotrich qui dit que les droits de l'homme, les droits internationaux ne s'appliquent pas à nous, peuple juif, peuple élu. C'est des dérives très dangereuses. Les Américains, eux, qui ne sont pas signataires, par exemple, du statut de Rome, en fait, chacun conjugue le droit international selon ses intérêts, voire parfois ses projets d'occupation ou d'occupation, en tout cas de colonisation même. C'est très dangereux. C'est le monde de la barbarie. Hein. Quand il n'y a plus de juridiction internationale, c'est le monde de la barbarie. C'est évident, mais souvenez-vous au début de la répression contre la population de Gaza, le ministre de la Défense israélien a parlé d'animaux humains. Oui. Bon, à partir du moment, et souvenez-vous que les nazis qualifiaient les juifs de sous-hommes. Entre les animaux humains et les sous-hommes, il n'y a pas beaucoup de différence de formulation. Et donc ça, c'est constitutif de crimes de génocide. Moi, je ne suis pas juriste de la Cour pénale internationale, mais je sais que les critères qui définissent le génocide, c'est les massacres physiques de population, c'est l'incitation à la destruction de la population, c'est la dégradation de l'appellation des gens. Quand on commence à dégrader les appellations des gens en les traitant de sous-hommes ou d'animaux humains, c'est la destruction des bâtiments culturels, religieux et médicaux. Voilà, tout ça, ça rentre dans la définition du crime de génocide. Et alors, on peut toujours pinailler. Moi, je lis sur Facebook des gens que je pensais respectables et qui sont en train de vendre leur âme au massacre de la cause israélienne. Donc, surtout qu'on a appris. On a appris que la chaîne sioniste Channel 13, Channel 13 avait révélé que des documents internes qui émanaient du cabinet de guerre, où il y a des documents donc officiels, où on apprend que l'armée a bien bloqué justement l'aide humanitaire pour forcer la reddition de la reddition du Hamas. On a aussi vu des images diffusées par des colons soldats qui faisaient état de cruauté gratuite, où on a tué, par exemple, les snipers ont tué des enfants pour s'amuser. On le voit, on tue en Palestine pour le plaisir et c'est revendiqué, affirmé et surtout, on ne fait plus mystère du projet qu'on a pour Gaza, voire pour toute la Palestine. Mais c'est pas nouveau. Moi, je suis quand même cette question depuis plusieurs. Je suis chercheur pour la paix depuis 23 ans. Bon, et si vous voulez les premières répressions de l'intifada, souvenez-vous que des enfants qui jetaient des pierres avec des lance-pierres contre des soldats israéliens, on leur envoyait comme réponse des balles explosives dans les genoux pour les mutiler. Et vous avez plein de petits enfants qu'on a dû mutiler, auxquels on a dû amputer les jambes parce que les soldats israéliens visaient délibérément les genoux. Bon, donc ça c'est nouveau, c'est pas nouveau. Amnesty International en parle depuis plus de 10 ans de ça. Donc maintenant ça a pris une proportion énorme, mais ces crimes ils sont révélés par les organisations humanitaires, les ONG et un certain nombre d'États courageux. Mais ils sont minoritaires, effectivement. Et moi, j'en appelle à l'action des populations. Regardez, il y a eu une grande marche qui a été partie bloquée en direction de bon, les autorités égyptiennes ont bloqué l'avancée. Mais c'était évident. Et les autorités égyptiennes participent au blocus terrestre et naval de la bande de Gaza. Dernière question, je vous demanderai une réponse courte. Gaza le jour d'après ou le monde le jour d'après, ça va ressembler à quoi, Gabriel Gallis? Moi, je n'en sais rien. Je suis chercheur, j'essaie d'être scientifique et les prévisions d'astrologie, c'est pas mon domaine. Vous avez des pistes quand même, vous avez des pistes de réflexion, hein, des faisceaux d'indices. Réflexion, mais j'ai pas des prévisions. Non, je constate, si vous voulez, que le monde est de plus en plus dérégulé. Le monde n'est plus régulé par une instance internationale qui ne fait plus son travail,
parce que les organisations internationales sont sabotées. Regardez bien que la Cour internationale de justice, le procureur général est menacé, sa famille et lui sont menacés par Israël. Karim Khan. Ouais, exactement. Donc, si vous voulez, tout est remis en cause et les personnes sont visées et le droit est démantelé. Donc moi, je pense qu'on assiste dans la douleur, dans la violence des accouchements de l'histoire, comme disaient les anciens, à la naissance d'un nouveau monde multipolaire. Mais ça se fera pas dans la douceur parce que l'Occident refuse d'abandonner sa suprématie. Et ça sera le mot de la fin. Avec moi ce soir, Gabriel Galis, analyste et surtout président de l'Institut international de recherche pour la paix de Genève, qui m'a accompagné, à qui je dis un grand merci et surtout à bientôt. Merci, bonne soirée à vous tous. Merci, chers téléspectateurs, pour votre attention. L'info continue sur Al24 News et on se dit à samedi.